Vous écoutez France Culture. Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les Nouveaux Chemins a créé tous les jours un théâtre à partir de rien, grâce à Marianne Chassor, Alexis-Anne Braun, Géraldine Mosna-Savoie et Jules Salomon, avec cette semaine à la lecture des textes hors du monde, Jean-Louis Jacopin, à la réalisation de beaux jours musicaux, Lionel Quentin, et aujourd'hui à la prise de son innommable, Thibault Lecorneau. À 10h50, comme tous les jours, vous retrouverez François Nudelman pour son journal de la philosophie. L'invité de François aujourd'hui sera Jean Deutsch, qui viendra vous parler du concept du gène, un concept en évolution, si l'on en croit le titre de son dernier livre, paru au Seuil. Deuxième temps aujourd'hui de notre semaine sur le rien, c'est-à-dire sur l'impensable à l'origine de toute pensée. Alors pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'était hier, avant le nihilisme selon Nietzsche demain et la querelle du vide de Lucrèce à Pascal jeudi. Place aujourd'hui à Samuel Beckett, le dramaturge du rien. Commence, Winnie. Commence ta journée, Winnie. Le 23 octobre 1969, l'Académie suédoise décerne le prix Nobel de littérature à Samuel Beckett. L'auteur de L'Innommable et de Fin de partie fait scandale. Pour certains, resté anonyme, il s'est contenté de mettre le rien en mots, de bâtir une œuvre qui se répète sans fin. Pour d'autres, comme Maurice Blanchot, Beckett n'eut ni à accepter ni à refuser un prix qui ne couronnait spécialement aucune œuvre, car, dit-il, il n'y a pas d'œuvre chez Beckett. L'œuvre de Beckett, pourtant, est une ruine du discours, et qui sait faire rire. Et s'il agace, c'est parce qu'il est honnête. Tout est là, devant nous, tout le temps. Et ce tout est un si petit rien qu'une vie d'écriture ne suffirait pas à le dire. Comme le temps passe quand on s'amuse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En attendant. En attendant. Bonjour Bruno Clément. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En attendant, on a 50 minutes devant nous pour parler de Beckett. On parle de Beckett et on parle de ce qui se dit de Beckett, c'est-à-dire ce que vous venez de dire dans votre présentation, qui est déjà tout un programme en réalité. Presque chaque mot que vous avez dit serait à commenter, on n'aura pas assez de 50 minutes. Mais je ne suis pas sûr, par exemple, que j'aurais présenté Beckett comme vous l'avez fait en disant que c'était le dramaturge du rien. C'est ça que vous avez, c'est la formule, je crois, que vous avez employée. Il est beaucoup question du rien dans l'œuvre de Beckett, et même à des endroits peut-être où on ne s'aperçoit pas qu'il est question du rien, mais je n'irai pas jusqu'à dire pour autant que c'est le dramaturge du rien. Certainement pas. J'entends bien que pour les personnages, il y a beaucoup de moments où on a l'impression et où effectivement il ne se passe rien. Ils disent il ne se passe rien, c'est terrible. De là à dire que pour le spectateur il ne se passe rien, non. Pour le spectateur il se passe toujours quelque chose. Et donc je pense qu'il ne faut pas confondre ce qui se passe sur la scène et ce que les personnages disent ou sont censés ressentir, éprouver, et ce qui se passe pour le spectateur. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes, et je dirais qu'entre les deux, j'espère que c'est de ça qu'on va parler, il y a le travail de Samuel Beckett, c'est-à-dire il nous donne quelque chose à voir, à entendre, à penser, avec ses moyens, et très souvent, son théâtre est fait de telle sorte qu'on oublie les moyens, qu'on oublie son travail, et c'est ça qui me chagrine souvent. Voilà. Donc quand on dit c'est le dramaturge du rien, je vois très bien à quoi ça fait allusion, en très gros à Godot, en entendant Godot.
dès qu'on sort de En attendant Godot, on a plus de mal à retrouver ce thème-là. Je ne dis pas qu'il n'affleure jamais, il affleure, mais ce n'est pas le thème essentiel. Ça se passe en 53, En attendant Godot, la première. C'est-à-dire, c'est écrit à la fin des années 40, c'est joué au début de 53, et puis il y a ensuite assez tôt, j'espère qu'on en parlera tout à l'heure, ce que je considère vraiment comme un virage radical dans l'œuvre de Beckett, c'est fin de partie, dans l'œuvre dramatique de Beckett, c'est fin de partie. À partir de là, les choses sont entièrement, me semble-t-il, de mon point de vue, entièrement métamorphosées, et on peine à reconnaître ce thème-là, en tout cas, si c'en est un. Alors, je vois que vous entendez l'expression dramaturge du rien comme un reproche qu'on pourrait lui faire. Au contraire, en tout cas, moi je l'entendais plutôt comme une qualité, c'est-à-dire arriver à faire de quelque chose qui serait de l'ordre de l'insaisissable, de l'innommable, sans paraphraser Beckett, mais vraiment quelque chose, une chose sur laquelle on ne pourrait pas mettre le doigt, le centre et le cœur même de ses écrits, qui fait que chez Beckett, ce rien n'est pas tant le rien dramaturgique qui fait que rien ne se passe, c'est le reproche qu'on fait souvent à Beckett. Dans ses pièces, il ne se passe rien, il y a des personnages qui sont sur scène pour dire que rien ne se passe, mais qu'il faut rester sur scène. Dans ses romans, il y a à peine une histoire, rien ne se passe. Ce n'est pas tant ça qui est intéressant, c'est que ce autour de quoi tournent les personnages, de quoi est fait les mots, de quoi sont faits les mots qu'utilise Beckett, sont de cette présence tellement insaisissable qu'elle est déjà trop. Le théâtre de Beckett, les écrits de Beckett donnent l'impression au contraire de quelque chose de saturé, quelque chose qui est déjà trop plein et qui fait que l'on ne peut pas s'arrêter d'en parler. C'est plutôt comme ça que j'entendais le rien, en tout cas, le rien comme étant la chose la plus difficile au monde à penser, et non pas forcément le rien comme, voilà, il ne se passe rien, ou le rien, l'absurde, auquel on associe souvent le théâtre de Beckett, qui n'a pas beaucoup de sens en réalité. Alors, moi, je suis assez d'accord avec votre idée du trop-plein, d'une présence très forte et d'une corrélation qu'il faudrait faire entre cet excès, je vais dire dans une seconde ce à quoi je pense, et l'idée du rien. De quel excès on parle ? C'est des phrases qu'on cite souvent de Beckett dans Fin de partie. On ne serait pas en train de signifier, là, ou alors... En attendant Godot, ça devient vraiment insignifiant. Et Vladimir disant « pas assez, pas assez ». Donc ça existe dans Beckett, je sais bien. Et c'est ça, sans doute, qui est en trop plein. C'est-à-dire la signification, le sens, la tentation du sens, la tentation d'interpréter. Pourquoi ? Parce que je pense qu'effectivement, Beckett, alors ça bien avant Godot, on a des traces de ça bien avant Godot, essaye de trouver dans tous les domaines, poésie, prose, théâtre et même art visuel, des moyens d'expression nouveaux. Ces moyens d'expression nouveaux, il va essayer d'en trouver la formule dans les autres arts qui, selon lui, il dit ça dès 1937, sont en avance sur la littérature. Du côté de la peinture, notamment, qu'il connaît très bien, il était collectionneur lui-même. Du côté de la musique, il était pianiste, même amateur, mais il était pianiste. Et il y a beaucoup de musique dans ces textes. Alors, pour arriver à faire ce travail, il faut évacuer au moins brièvement la question du sens et se concentrer sur les moyens. Alors, ça ne veut pas dire rien n'a de sens, tout est absurde, etc. On peut en parler de ça, mais et je ne dis pas que c'est inopérant ni que ça n'existe pas. J'étudie Beckett en ce moment avec des détenus dans un centre pénitentiaire à Poissy. Croyez-moi, ça marche très bien avec eux. Et ils entendent ça, je les salue, je suis content de pouvoir le faire. Ils entendent ça, 5 sur 5, mais quand on leur explique que ce qu'ils entendent, ils ont raison de l'entendre, mais qu'en même temps, Beckett poursuit un autre travail, qui est un travail qui est esthétique, ils voient les choses d'une autre manière et ils l'apprécient grandement. Où irais-je si je pouvais aller ? Que serais-je si je pouvais être ? Que dirais-je si j'avais une voix qui parle ainsi, se disant moi ? Répondez simplement, que quelqu'un réponde simplement. C'est le même inconnu que toujours, le seul pour qui j'existe, au creux de mon inexistence, de la sienne, de la nôtre. Voilà une simple réponse. Ce n'est pas en pensant qu'il me trouvera, mais que peut-il faire ? Vivant et perplexe, oui,
vivant, quoi qu'il dise. M'oublier, m'ignorer? Oui, ce serait le plus sage, il s'y connaît. Pourquoi cette soudaine amabilité après tant d'abandon? C'est facile à comprendre, c'est ce qu'il se dit, mais il ne comprend pas. Je ne suis pas dans sa tête, nulle part dans son vieux corps, et pourtant je suis là, pour lui, je suis là, avec lui, d'où tant de confusion. Cela devrait lui suffire, m'avoir retrouvé absent, mais non, il me veut là, avec une forme et un monde, comme lui, malgré lui, moi qui suis tout, comme lui qui n'est rien. Et quand il me sent sans existence, c'est de la sienne qu'il me veut priver, et inversement, fou, fou, il est fou. En vérité, il me cherche pour me tuer, pour que je sois mort comme lui, mort comme les vivants. Tout cela, il le sait, mais cela ne sert à rien de le savoir. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais rien. Je ne sais pas où se situe le rien dans le travail de Beckett, Bruno Clément, mais en tout cas, il est présent dans un titre, Les textes pour rien, dont on vient d'entendre un extrait, interprété remarquablement d'ailleurs par le comédien Jean-Louis Jacopin. Un texte qui date de 1950 et qui se termine sur ces mots « Moi, je ne le sais pas, moi, je ne sais rien ». Il faut y entendre quand même, vous avez insisté sur le travail esthétique de Beckett, ce travail esthétique passe aussi par une réflexion qui est d'ordre théorique. Moi, je ne sais rien. Ce n'est pas une manière de dire que ça ne l'intéresse pas. C'est une manière de revendiquer une position qui serait, disons, peut-être anti-cartésienne, une forme de scepticisme qui produit peut-être une angoisse, mais qui, en même temps, permet à celui qui le dit de se positionner en dehors d'un savoir. Est-ce qu'on est là dans une forme de remise en question du moi que l'on essaie de dissocier d'un savoir? Ou au contraire, est-ce que cette formule-là pointe vers plutôt une forme de sagesse, comme Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, qui permet donc ensuite de s'ouvrir à une forme de pensée qui construirait quelque chose, qui ne serait pas faite de préjugés ou de données que l'on incorporerait comme faisant partie du soi, alors qu'en réalité, elles viennent d'ailleurs. Comment faut-il l'entendre ? Il y a beaucoup de choses là dans ce que vous dites. Les formules sont vraiment très riches. Alors, les textes pour rien, je pensais bien qu'on allait en parler, je ne l'entends pas forcément comme vous. Quand, par exemple, Beckett intitule un de ses livres, un de ses textes, dans les dernières années, « Mal vu, mal dit », il ne fait pas l'aveu de quelque chose qui est regrettable, qu'il faudrait améliorer, ça serait mieux si c'était bien vu ou si c'était bien dit, c'est l'annonce d'un programme. On voit très tôt dans son œuvre que ce qu'il souhaite, c'est parvenir à un état du mal vu, mal dit. C'est un objectif qu'il se fixe. De même, les textes pour rien, ça serait bien si c'était possible d'écrire des textes pour rien. Je trouve dans l'Innommable cette phrase: et si je parlais pour ne rien dire, mais vraiment rien? Mais il est impossible de parler pour ne rien dire. On croit y arriver, mais on oublie toujours quelque chose. Et pourquoi ce serait bien? Parce que ce serait enfin gratuit, dénué de toute forme de sens ou... Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a ça fait partie des choses à évacuer. Quand vous dites tout à l'heure, quand vous citez cette expression, moi je ne sais rien, par exemple, vous mettez l'accent sur le rien, mais en même temps, dans votre commentaire, vous dites qu'il y a aussi la question du savoir qui est posée. Et je pense qu'effectivement, dans ces années-là, parce que les textes pour rien, donc ça date à peu près des années Godot, en très gros, c'est le début des années 50, dans ces années-là, le propos de Beckett, c'est effectivement de rompre avec une certaine tradition de la littérature qui considère qu'elle a quelque chose à voir en parallèle avec la philosophie ou les sciences ou la morale, avec un savoir. Voilà. Alors, Beckett a été nourri par ça, mais c'est absolument pas son propos. Et quand il se raccroche à quelque chose de cet ordre-là, c'est toujours sur le mode ironique ou sur le mode parodique. Il y a beaucoup de citations, même dans Godot, d'une certaine manière, il y a beaucoup de citations. Dans Oh les beaux jours, c'est le principe même. Dans Fin de partie, il y a des citations aussi en grand nombre. Mais c'est toujours des citations qui sont au deuxième, au troisième degré. C'est toujours une manière de signifier que c'est derrière nous, qu'il faut rompre avec ça. Aussi bien les noms
que les genres qui sont cités ou qui sont évoqués, la poésie, le récit, certains types de récits, certains types de poésie. Donc le rien, oui, il est déclaré, mais il faut savoir quel est le mode de cette déclaration. Voilà. Le rien, c'est très tôt formulé dans l'œuvre. Hein. Un personnage comme Murphy, par exemple, le premier roman écrit en anglais très très tôt, il rencontre le rien comme quelque chose, il le rencontre vraiment. C'est-à-dire, c'est pas dans son existence, j'allais dire. Et c'est un bonheur. Mais d'abord, c'est un roman, et c'est-à-dire, c'est même pas vrai, comme disent les enfants. Et d'autre part, c'est vraiment un premier stade de la réflexion. On n'est pas encore, on est là dans l'existentiel, on n'est pas dans l'esthétique. Mais justement, lorsque vous disiez que le rien, écrire sur rien pourrait être un but, pour Beckett, justement, oui, c'est ça. Lorsque vous dites que Beckett pourrait aspirer à écrire sur rien, est-ce que ça ne nous permet pas de comprendre le rien chez Beckett comme étant ce but à atteindre et le but que ces personnages n'arrivent pas à atteindre? Si on prend Fin de partie, par exemple, on a ces deux personnages sur scène qui passent leur temps à dire ça continue, on voudrait que ça s'arrête et pourtant ça continue. Avec ce ça, l'impersonnel du ça que l'on ne peut pas nommer, ils veulent que ça s'arrête, ils veulent que ça cesse, et pourtant ça n'est pas possible. C'est comme si le rien était ce à quoi on aspire justement, on voudrait que ça cesse, qu'il n'y ait plus rien, mais il y a quelque chose. Nous sommes en vie, nous n'avons pas le choix. C'est à partir de là que le travail esthétique d'ailleurs peut commencer. Vous leur faites dire beaucoup de choses à ces personnages de Fin de partie quand vous dites « ils voudraient que ça s'arrête ». Ah, c'est ce qu'ils disent, on voudrait que ça s'arrête, je peux vous trouver la citation, Bruno Clément. Ils disent « c'est fini, ça va finir, ça va bientôt finir, ça va peut-être finir, ça ne finira donc jamais ». C'est vrai, ça ne finira donc jamais. Mais en même temps, le personnage de Ham dit à plusieurs reprises « quelque chose suit son cours », quelque chose, le contraire de rien, si j'ose dire, un des contraires de rien. Quelque chose suit son cours, c'est une phrase qui est vraiment leitmotiv. Il me semble que il y a un pas important qui a été franchi entre En attendant Godot, où effectivement on avait l'impression qu'il ne se passait rien, ou en tout cas les personnages disaient il ne se passe rien, rien n'arrive, c'est terrible, et Fin de partie, qui est vraiment un pas franchi, dans lequel les personnages disent « quelque chose suit son cours ». Ce « quelque chose » qui est repris vraiment de très nombreuses fois, il a dans l'avenir de l'œuvre une place importante à jouer. Et je pense qu'à partir de Fin de partie, c'est ce quelque chose-là qui va devenir essentiel. De la même manière, je me permets de revenir un tout petit peu en arrière sur ce que vous disiez tout à l'heure, que la première personne, le moi, puisque vous évoquiez ce moi tout à l'heure à partir du texte des textes pour rien, ce moi, c'est lui qui, pour moi, empêche de façon définitive qu'on dise que Beckett, c'est le dramaturge du rien. Parce que quand les choses se précisent un peu, c'est-à-dire une fois qu'on s'est débarrassé de tout le fatras, j'allais dire, de la tradition qui est extrêmement présente et qui est présente souvent même sur un mode affectueux de la part de Beckett. Hein, c'est pas du tout quelqu'un qui veut tout envoyer promener. Une fois qu'on s'est débarrassé de tout ça, ce qui reste insupprimable, mot qui n'existe pas mais que Beckett emploie dans l'argument de film, c'est la perception de soi. Et cette perception de soi, elle devient l'un des thèmes, sinon le thème essentiel de l'œuvre de Beckett, aussi bien au théâtre, c'est tout à fait paradoxal, que dans les textes en prose ou dans les œuvres visuelles. C'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Et comment se manifeste et s'incarne cette perception de soi, du moi, qui paraît complètement inarticulée, puisque c'est justement dans le texte qu'on a entendu, par exemple, juste avant les textes pour rien, il y a comme une invasion du moi, du jeu qui est présent 5 à 6 fois par ligne, sans que jamais ce jeu ne puisse faire sens. C'est la forme elle-même assez inarticulée qui ne produit pas de sens, mais qui produit cette espèce d'omniprésence du jeu qu'on ne peut assigner à un lieu, qu'on ne peut nommer, qu'on ne peut identifier. Est-ce que c'est derrière cet éclatement du moi, ou à partir de cet éclatement du moi, qu'il faut comprendre l'éclatement de la forme elle-même du travail de Beckett ? Oui, je pense que c'est à partir de là. Mais c'est pas parce qu'il est question
du moi, ou que les choses se resserrent autour de ce noyau dur est difficilement nommable. C'est pas pour cette raison que c'est pas le travail qui est sur le moi, il n'est pas nécessairement lié à la question du sens. Vous dites, ce moi qui revient 5 ou 6 fois par ligne, finalement, on n'arrive pas à dire son sens, ou il ne fait pas sens. Mais la question du sens, une dernière fois, disons-le, elle n'est plus la question, elle ne se pose plus. Même quand on trouve son objet. Si l'objet, c'est le moi, il ne s'agit pas forcément d'en dire le sens. Dire le moi, ou le mettre en scène, ce n'est pas forcément dire le sens du moi. Non, mais Voilà. dire qu'il est impossible de donner un sens au moi. Mais même ça. Il dire... évoque la question du sens et de la signification. La fin du texte le dit, tout cela, il le sait, mais cela ne sert à rien de le savoir. Je ne sais pas, je ne sais rien. Il ne prendrait même pas la peine de dire que ça ne sert à rien de savoir si la question ne le préoccupait pas. C'est une question qui est une sorte de réflexe, la question du sens, toujours. Et finalement, c'est logique qu'à un certain moment on dise, mais ça ne sert à rien de savoir ça. Parce que la question, formule becquetienne par excellence, la question n'est pas là. La question n'est pas là. Elle n'est pas du... Il dit à plusieurs reprises dans d'autres textes, arrêtez de se poser des questions. Là, ce n'est pas des citations exactes. Ne plus se poser de questions. Dire comment c'est le titre d'un roman, c'est préférable. Non pas dire le sens, mais dire comment c'est. Et ça donne un titre, et c'est aussi un programme. Noir, oui. La boue, oui. Pour rien, oui. Moi, oui. Mais il faut le croire, oui. Et la boue, oui. Le noir, oui. Vrai, oui. La boue et le noir sont vrais, oui. Là, rien à regretter, non. Mais ces histoires de voix, oui. Caca, oui. D'autres mondes, oui. De quelqu'un dans un autre monde, oui. Dont je serais comme le rêve, oui. Qu'il rêverait tout le temps, oui. Raconterait tout le temps, oui. Son seul rêve, oui. Sa seule histoire, oui. Ces histoires de sacs déposés, oui. Au bout d'une corde, sans doute, oui. D'une oreille qui m'écoute, oui. D'un souci de moi, d'une faculté de noter, oui. Tout ça de la foutaise, oui. Crime et crame, oui. De la foutaise, oui. Et ces histoires de là-haut, oui. La lumière, oui. Les ciels, oui. Un peu de bleu, oui. Un peu de blanc, oui. La terre qui tourne, oui. Clair et moins clair, oui. Petite scène, oui. De la foutaise, oui. Les femmes, oui. Le chien, oui. Les prières, les hommes, oui. De la foutaise, oui. Et cette histoire de procession, pas de réponse. Cette histoire de procession, oui. Jamais eu de procession, non. Ni de voyage, non. Jamais eu de pime, non. Ni de baume, non. Jamais eu personne, non. Que moi, pas de réponse. Que moi, oui. Ça alors, c'était vrai, oui. Moi, c'était vrai, oui. Et moi, je m'appelle comment, pas de réponse. Moi, je m'appelle comment, hurlement, bon. Que moi, en tout cas, oui. Seul, oui. Dans la boue, oui. Le noir, oui. Ça tient, oui. La boue et le noir tiennent, oui. Oh, le beau jour encore que ça aura été. Encore un. Après tout. Jusqu'ici. Heure exquise qui nous grise lentement. La caresse, la promesse du moment, l'ineffable étreinte de nos désirs fous. Tout dit gardez-moi, puisque je suis à vous.
Le moi est un ça qui tient, nous dit Beckett dans son texte « Comment c'est ?» dont vous aviez parlé juste avant Bruno Clément, qui était ici interprété par Michel Bouquet. « Comment c'est ?» est un texte qui date de 1960. On y entend cette scansion du « oui » après chaque mot. Oui, puis c'est une scansion du non, cette répétition qui permet peut-être justement d'expulser toute question du sens pour essayer d'incarner quelque chose. Et pourtant, ce moi qui devient un ça qui tient, on ne sait pas trop comment, peut se mettre à chanter. Et là, c'est le personnage de Winnie dans Les Beaux Jours qui chante L'heure exquise. Cette chanson douce, mélodieuse, qui n'est pas le chant de quelqu'un qui est en difficulté avec un moi qu'il ne pourrait ressaisir. Il y a ce décalage-là, et peut-être que c'est ici que se trouve tout le travail de Beckett, entre le constat ou la difficulté d'un moi auquel il ne peut pas assigner un lieu, et en même temps, rien ne l'empêche de chanter, rien ne l'empêche de faire rire, notamment. Alors, je ne pouvais pas rêver meilleure illustration de ce que j'essayais de dire assez maladroitement tout à l'heure que le texte lu par Michel Bouquet. Parce que tous les oui, ils signifient oui, tout ça c'était de la foutaise, tout ça il faut effectivement renoncer à s'en débarrasser. C'est le grand travail de déblayage dont j'essayais de parler tout à l'heure. La seule chose qui n'est pas de la foutaise qui reste, c'est mais moi, c'était pas de la... Non, ça, c'était pas de la foutaise, ça reste insupprimable, c'était le mot du préambule de film. Alors, la boule noire, c'est-à-dire en fait quelque chose de parfaitement informe et indistinct, c'est avec ça qu'il faut se débrouiller, on peut rien en dire, c'est-à-dire la boue, à mon avis, il ne faut pas l'entendre comme quelque chose de positif ou quelque chose qui serait un équivalent plastique, physique, concret du rien. C'est une manière de caractériser ce qui n'est pas caractérisable. C'est informe, c'est non situable, c'est non nommable, c'est-à-dire c'est sans caractéristiques précises, innommable, indicible, insupprimable. Alors, à côté de ça, vous avez raison de dire, en même temps, il y a la chanson de Winnie à la fin de Les Beaux Jours, chanson de désir, de nos désirs fous. Alors, je sais que c'est pas quelque chose qu'on entend si souvent que ça, et puis c'est pas une chanson de Beckett, c'est une chanson dont il a repris les paroles, il la cite, mais il décide de terminer sa pièce là-dessus, et je pense que il faut réfléchir à ça, c'est-à-dire que il y a du désir chez Beckett, comme le dit très très bien Badiou. Le titre de son petit livre, qui est un très très beau livre, c'est L'increvable désir, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une énergie, il y a une tension vers quelque chose. Alors, c'est dit sous une forme douce et tendre chez Winnie, mais en réalité, c'est toujours présent. Le travail de Beckett, il est effectivement fait de cette volonté de rompre, et c'est fait très savamment, sous des formes très diverses, dans le théâtre, dans la prose, dans les textes visuels, et cette entreprise de construction, pas de reconstruction, de construction de quelque chose qui, à mon sens, est réellement inédit. Ce qu'il fait au théâtre, non seulement personne n'a jamais en fait avant lui, mais je pense que, je le dis des fois, c'est grave d'avoir fait ce qu'il a fait au théâtre. C'est quelque chose qui coupe, à mon sens, réellement l'histoire du théâtre occidental en deux. Il y a avant et après. Ce qu'il a fait au théâtre, c'est-à-dire... Ce qu'il a fait au théâtre, c'est-à-dire de resserrer, si mon hypothèse est exacte, si ce que je dis n'est pas de pur délire, c'est-à-dire de resserrer la scène pour en faire le lieu exclusif du crâne. Ce qui a été une des hypothèses d'un metteur en scène qui a représenté fin de partie comme l'intérieur d'un crâne. Beckett n'a pas porté plainte, il n'a pas traîné en justice, il a, je crois, approuvé ça. Voilà. À partir de là, c'est-à-dire 1957, je crois, la scène est ça, exclusivement, me semble-t-il, ou tous les espaces visuels. Regardez par exemple le dernier texte, qui est aussi la dernière œuvre visuelle de Beckett, qui s'appelle Quad, dont il existe d'ailleurs plusieurs versions, toutes de Beckett. Donc, qu'est-ce que le spectateur voit quand il regarde Quad, soit à la scène, soit pour la télévision, puisqu'on a fait une version télévision. Il voit 4 personnages qui jaillissent des 4 coins d'un quadrilatère et qui
font chacun, sans jamais se rencontrer, un parcours qui passe par chacun des 4 côtés et par les 2 diagonales. Évidemment, fatalement, ils doivent se rencontrer au centre, à l'intersection des diagonales. Ils ne se rencontrent jamais. Le centre, dit Beckett, est une zone dangereuse. Donc, le parcours, très savant, très rapide, consiste à emprunter toutes les voies, les côtés et les diagonales, mais en évitant toujours le centre. Alors, ce centre, zone dangereuse, non nommable, c'est ce qui est toujours en question, mais c'est ce qui est justement inapprochable, à aucun prix, mais aussi par aucun moyen. Le ressort principal qui permet à cette voix beckettienne d'être humaine et vivante, à l'œuvre de vivre et certainement de survivre, est le ressort comique, qui lui tient lieu de perpétuel stimulateur cardiaque, et ainsi d'assurer garantie à vie. Beckett sans son comique serait à mon gré comme Mozart sans son humour, ou Ravel sans son ironie, chacun déjà en possession de son essentiel, mais dénué du petit « en plus » qui lui permet d'être, je veux dire d'être enfin tout à fait lui-même. Commence, Winnie. Commence ta journée, Winnie. Elle se tourne vers le sac, en sort une brosse à dents, un tube de dentifrice aplati. Pauvre Willy. Elle examine le tube. Plus pour longtemps. Elle cherche le capuchon. Enfin. Elle ramasse le capuchon. Rien à faire. Elle revisse le capuchon. Petit malheur. Encore un. Sans remède. Elle farfouille dans le sac. Aucun remède. Elle sort une petite glace. Eh oui. Elle s'inspecte les dents. Pauvre cher Willy. Elle éprouve avec le pouce ses incisives supérieures. Bon sang. Elle soulève la lèvre supérieure. Bon Dieu. Elle tire sur un coin de la bouche. Enfin. L'autre coin. Choisi. Pas mieux, papy, pas de changement. Pas de douleur. Presque pas. Elle ramasse la brosse. Ça qui est merveilleux. Elle examine le manche de la brosse. Rien de tel. Pur. Quoi? Quoi? Eh oui. Pauvre Willy. Elle farfouille dans le sac. Aucun goût pour rien. Elle sort un étui à lunettes. Aucun but dans la vie. Elle sort les lunettes de l'étui. Pauvre cher Willy. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h34 et nous parlons de rien toute cette semaine et aujourd'hui du rien ou ce qu'il en reste ou peut-être ce qui n'est pas dans l'œuvre de Beckett en compagnie de Bruno Clément, membre de l'Institut universitaire de France et professeur de littérature à Paris 8, à qui l'on doit un ouvrage consacré à Beckett intitulé L'œuvre sans qualité, rhétorique de Samuel Beckett, publié au Seuil. Ce stimulateur cardiaque dont parle Clément Rosset dans le texte que j'ai lu juste avant Bruno Clément, le rire comme un stimulateur cardiaque, qu'on peut entendre d'ailleurs dans la musique de John Cage qu'on est en train d'écouter, hein, ces rythmes qui semblent insuffler un mouvement mais de manière discontinue. Est-ce que ce n'est pas justement ce qui permet d'entendre
la pièce Au les beaux jours, qu'on a entendu un extrait par Madeleine Renaud avec les Didascalies interprétée par Roger Blin. Donc Au les beaux jours, je le dis rapidement, c'est une pièce qui date de 60-61, qui était une mise en scène de 64 au théâtre de l'Odéon, où on a une femme qui est enfermée dans ce qui s'apparente à être une forme de mamelon, d'abord jusqu'à la taille, puis dans la deuxième partie jusqu'au cou, qui donc ne peut pas bouger, ne peut rien faire, et passe son temps à parler, à s'ausculter, à commenter les objets. Elle passe son temps à faire quelque chose, à dire quelque chose alors qu'elle ne peut rien faire. On pourrait y voir une image complètement désespérée de la nature humaine qui ne peut pas bouger, qui ne peut rien faire, qui doit juste attendre sa mort en se trouvant des occupations. Mais on peut aussi y voir, et c'est vrai que moi j'ai du mal à entendre cet extrait sans sourire, ce que dit Clément Rosset, il y a aussi de l'humour là-dedans, il y a du comique, c'est un ressort comique de d'avoir cette femme emprisonnée dans un mamelon sur scène, pour en revenir à ce qu'a fait Beckett au théâtre, comme vous le disiez, Bruno Clément. Alors, merci d'avoir lu ces quelques phrases de Clément Rosset. Je trouve que c'est un aspect de l'œuvre de Beckett qui est grandement occulté, notamment en France. Parce que quand on voyage un peu, on s'aperçoit qu'à l'étranger, Beckett est joué, notamment dans les pays anglo-saxons, qui le ressentent sans doute d'une façon différente pour des questions de langue. Beckett est représenté toujours d'une façon comique. Moi, je me rappelle être passé devant un théâtre à Londres dans lequel il y avait une annonce disant « Vous n'aurez jamais autant ri, le spectacle le plus drôle de l'année, etc. » Impensable d'imaginer une affiche de théâtre en France disant ça. Donc, je pense qu'effectivement, si on gomme ça, si on l'occulte, c'est pas qu'on se prive de quelque chose. On ampute Beckett, on l'ampute. Et seule toute petite divergence par rapport à ce que dit Clément Rosset, qui est quand même vraiment très précieux, c'est que le comique, c'est pas cette petite touche supplémentaire ou ce plus ou ce supplément. Ce n'est pas un supplément. C'est dans le cœur même de l'écriture de Beckett. C'est le comique, il est là dès En attendant Godot, c'est-à-dire le travail de déblayage dont je parlais tout à l'heure, de revisite de la tradition, il est fait toujours sur le mode comique, c'est-à-dire en fait par la mise en présence de deux exigences qui sont contradictoires. Et c'est fait toujours sur le mode comique. Mais même chose quand on arrive aux questions plus graves, mais il faut mettre beaucoup de guillemets parce que rien n'est donné réellement comme grave. Même quand on en arrive à la question du soi, de l'imperceptible perception, de l'insupprimable perception de soi, c'est fait presque toujours sur le mode comique. Regardez, même si Michel Bouquet dramatisait beaucoup dans sa lecture de Commençait, c'est fait sur un mode très drôle. Hein, ce oui et ce non qui alternent et ce constat que oui, finalement, ça c'est moi dans la boue, le noir insupprimable, c'est fait quand même d'une façon qui veut faire rire. Et moi, je suis d'accord avec vous. Quand on entend Madeleine Renaud, c'était pas le franc éclat de rire, je l'ai entendu plusieurs fois, mais on avait toujours le sourire aux lèvres, toujours. On n'avait pas du tout envie de pleurer ou de s'apitoyer. Et ce sourire est particulier parce qu'il n'est pas, vous le dites, c'est pas vraiment un éclat de rire, c'est un sourire, le sourire du spectateur ou de lecteur, et c'est lui qui comprend tellement bien la situation qu'on lui montre et qui en même temps n'est pas du tout réaliste. Voir une femme enfermée dans un mamelon sur scène n'a rien à voir avec ce que l'on voit d'ordinaire dans la vie, et pourtant ça nous parle directement. C'est un sourire qui à la fois s'identifie à ce qu'il est en train de voir et qui en même temps sourit, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sourit aussi de voir que à partir de ce constat d'une tension irrésolue entre un oui et un non, entre un désir de continuer et une rupture, une fin, disons à la fois attendue et en même temps nécessaire, donc peut-être déplorée, ce sourire vient aussi du parti pris, peut-être que celui de Beckett, au sein de son travail, de présenter les choses de manière comique. Le sourire est aussi celui du choix, en est-il un ou non, je ne sais pas, mais en tout cas de cette posture, cette position de Beckett qui est du côté de l'humour, alors qu'il pourrait être du côté du désespoir nihiliste absolu, sans aucun gramme d'humour, ni même de présence de sourire. Ouais, ça, vous ne le trouverez jamais chez Beckett. Ça n'existe pas, vous le savez très bien. Alors, en ce qui concerne le réalisme, beaucoup de guillemets comme d'habitude, évidemment, vous avez raison. Aucune des pièces de Beckett n'est réaliste. Et je pense qu'une grande partie du malentendu sur la réception de cette œuvre vient de là. Évidemment, Au les beaux jours, c'est pas une pièce réaliste, et c'est sans doute même pas non plus une pièce qui voudrait montrer
la condition humaine sous une forme déplorable, etc. Il y avait un des romans des années 40 de Beckett se terminait par la formule « honni soit qui symbole y voit ». Voilà, « honni soit qui symbole y voit ». Alors, c'était pour un roman qui s'appelle « What », c'est peut-être ça, mais à mon avis, ça vaut pour presque toutes les œuvres de Beckett. On n'est pas du tout dans l'ordre du symbolique. Dans le texte de Madeleine Renaud qu'on a entendu, je note quelque chose que j'avais oublié. Elle dit « aucun remède ». Elle le dit plusieurs fois, « aucun remède ». On trouve ça à plusieurs endroits dans l'œuvre de Beckett, et notamment sous une forme qui est à la fois très tragique et très drôle, dans Fin de partie, quand Ham, dans son récit, il y a un récit enchâssé dans la pièce de théâtre. C'est très complexe, Fin de partie. Il y a tous les genres littéraires présents, la poésie, Baudelaire est cité, le roman, Ham est l'auteur d'un roman, et évidemment le théâtre qui est en œuvre. Alors, à l'intérieur de ce roman, du roman de Ham, il y a deux personnages. L'un qui est dans la misère, la famine, qui demande à ce qu'on recueille son enfant, et puis l'autre, le narrateur, qui accueille ce personnage et qui essaye de lui faire la leçon, et qui lui dit à un certain moment « Mais réfléchissez, réfléchissez !» Vous êtes sur Terre, c'est sans remède. Voilà. Alors, le remède de Winnie, je le mets en rapport avec c'est sans remède, très très ironique aussi, de Ham, et je le mets en relation aussi avec le titre d'une des nouvelles, publiées en même temps que les textes pour rien, qui s'appelle « Le Calmant ». Et le calmant, ça revient dans plusieurs autres textes, c'est l'histoire, c'est le récit, c'est le fait de se raconter des histoires ou de raconter des histoires, c'est ça le remède. Voilà. Et dans le texte de Ham, c'est très amusant qu'à la fois ils disent c'est sans remède, mais que Beckett considère que le récit est le remède. Je signale aussi qu'on trouve dans un des écrits de Beckett cette phrase « Rien n'est plus drôle que le malheur ». Ce qui explique peut-être que d'ailleurs ce n'est pas un choix de sa part de Beckett de faire rire, mais que s'il trouve que si le malheur est par essence drôle, alors faire à partir du malheur de la nature humaine des pièces de théâtre, des romans, c'est le meilleur moyen de faire rire. Oui, c'est clair. C'est exactement ça, comme ça que ça fonctionne, je pense, dans des pièces de cette époque-là, en tout cas, dans Fin de partie, c'est certain. Et alors sur ce recours à l'imagination, justement, vous parlez du rêve, de la création, de l'invention, vous avez insisté sur l'importance du travail chez Beckett, du travail esthétique. Dans Fin de partie, vous l'avez dit, un des personnages écrit un roman. Quel rôle peut venir jouer ici la fiction, l'invention, quand le constat, de toute façon, est celui d'une, sans employer le terme de réalisme, mais d'une évidence qui est de l'ordre du vécu, qui est empirique. Pourquoi avoir quelle place pour le rêve et l'imagination ? Ça, c'est énorme comme question. C'est vraiment on n'en a pas fini si on entre là-dedans, mais je veux quand même répondre à ça, parce que pour moi, c'est sans doute le plus important. Il faut faire des périodes quand même, à l'intérieur de l'œuvre de Beckett. J'ai dit, selon moi, le grand virage, c'est Fin de partie. À ce moment-là, c'est dans cette période, qu'on trouve des textes qui présentent effectivement le récit comme un moyen de tempérer son néant, comme il est dit dans Compagnie, c'est-à-dire de divertissement au sens pascalien, mais ces déclarations-là ne font jamais disparaître une préoccupation qui est une préoccupation de tous les instants, depuis les tout débuts, je dirais, de Beckett romancier, par exemple dans What, on trouve ça, 1940 et quelques, c'est-à-dire une réflexion sur l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est que l'image ? Qu'est-ce que c'est qu'une image ? Qu'est-ce qui se passe dans le crâne, dans ce lieu fermé, dans ce lieu clos qu'est le crâne ? Qu'est-ce qui se passe quand surgissent ou sont convoquées, ce sont deux modes d'apparition des images. J'y surgissent, à ce moment-là, les images sont reçues passivement, elles vous tombent dessus, ça peut être un souvenir par exemple, ou une brusque remémoration, ou alors elles sont convoquées, suscitées, on essaye de les faire revenir, l'imagination à ce moment-là est active. Et Beckett a commencé à s'interroger là-dessus dès cette époque, donc 1940, et alors là vraiment, jusqu'à l'extrême fin de sa vie, il a essayé d'explorer cette dimension. Et si on veut essayer de le situer par rapport à une tradition, je dirais que là, c'est impossible, me semble-t-il, de le lire dans l'ignorance d'une réflexion qui est proprement philosophique sur la question de l'imagination et de l'image.
Mal vu, mal dit, j'ai cité le titre tout à l'heure, met en scène un personnage. Badiou dit que c'est peut-être le plus beau texte en prose de la littérature du XXe siècle. Met en scène un personnage qui est une vieille femme qui habite une maison, une masure abandonnée, et que Beckett appelle elle n'a pas de nom évidemment, comme les personnages de cette période n'ont plus de nom, mais il l'appelle la folle du logis. C'est le nom que Malebranche, comme vous savez, donne à l'imagination. Et Malebranche est cité plusieurs fois nommément. C'est-à-dire, dans Commencer, par exemple, dont on a entendu un extrait, le nom de Malebranche figure. Et les théories de Malebranche, imagination active, imagination passive, qui sont reprises ensuite par les romantiques anglais, et qui sont aussi présentes dans Spinoza, chez les romantiques anglais, c'est quelque chose que Beckett n'a pas cessé de travailler. C'est en ce sens que d'affirmer « je ne sais rien, le savoir est inutile, la question du sens est secondaire ». Il faut nuancer cette affirmation, puisque justement, les lectures philosophiques dont il a pu se nourrir innervent ces textes. Ah, mais ça, c'est absolument certain. Les noms propres sont là pour le dire, mais pas seulement les noms propres. Il y a beaucoup d'endroits où il est absolument indiscutable que c'est ce matériau qui est retravaillé. Seulement, il y a une grande différence entre Beckett et les philosophes. On dit que Beckett n'aimait pas les philosophes. Je comprends très bien ce qu'on veut dire par là. Il ne les méprisait pas au point de ne pas les lire. Il les lisait, on le sait, on a des preuves de ça. La grande différence, c'est que lui, il réfléchit à l'imagination en faisant œuvre d'imagination et en produisant des objets qui sont des images. Et ça change évidemment tout. Mais ce qui fait de lui, sans en faire un philosophe, mais quelqu'un qui ne tourne pas le dos complètement au savoir. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Non. De ce point de vue-là, vous avez raison. C'est-à-dire, il ne tourne pas le dos à une volonté de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Finalement, qu'est-ce qui se passe ? De ce point de vue-là, oui, vous avez raison, mais il ne s'agit pas d'un savoir encyclopédique ou d'une morale quelconque ou d'un message encore moins. Voilà. J'aimerais qu'on finisse en écoutant la voix de Beckett lui-même qui a reçu un prix pour ses créations radiophoniques. C'était le 9 septembre 1959. Écoutez. It is a great honor for me to have been awarded the Italia Prize for my radio play Embers. I do not ordinarily write for radio, but I think that it is a medium which has not been fully exploited, and that there are great possibilities for writers in this form of expression.